Bonjour monsieur, alors je m'appelle Anne-Laure Bernardine et aujourd'hui je vais vous présenter un exposé de droit sur la question de la GPA. J'ai tenu à vous faire cette petite vidéo YouTube parce que pour moi la question de la GPA c'est une question qui est complexe et elle mérite en fait enfin, d'expliquer parfois parce que je pense que parfois, juste à l'écrit, c'est compliqué, donc je vais essayer de clarifier parfois ce que j'ai pu écrire, au travers, de cette petite vidéo. Donc je vous partage mon écran. Vous aurez accès bien évidemment à ce support, et vous pourrez, vous appuyer, enfin vous verrez même à la fin, il y a des éléments sur lesquels vous pourrez cliquer et ça vous redirigera directement sur mes ressources. Donc voici l'exposé, heu, Anne-Laure Bernardine, puisque je suis seule, pour Thibaut Experton. Donc au sommaire, aujourd'hui, nous allons tout d'abord débuter par une introduction, ensuite par la définition de la parentalité, puis, par, la GPA. Nous allons passer un moment à parler de la GPA, sur, son process, sur les aspects juridiques, et notamment en France. Et puis nous allons faire une étude de cas, autour de la GPA. Donc au départ, je voulais faire un cas pour, un cas contre, mais en fait, je vais juste tout simplement prendre un cas, d'actualité et vous laisser vous faire, votre avis. La GPA, c'est une question qui fait énormément, débat aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde. Hem et en fait, la GPA pour m questionne, selon moi, une question qui est plus profonde et qui touche à notre société et à la manière dont elle est construite et comment est-ce que nous la voyons évoluer. C'est la question de la parentalité. Aujourd'hui, on sait qu'en France, le taux de natalité ne cesse de diminuer et la question de la parentalité fait débat constamment. Nous avons l'exemple, eh bien, de la loi sur la bioéthique avec la révision, des critères d'accession à la PMA. Il y a aussi des aspects politiques et environnementaux. Certains qui sont éco-anxieux font le choix, soit d'élever leurs enfants d'une manière, heu, différente, des traditions ou sinon ils font le choix de ne pas faire d'enfant parce que pour eux, faire un enfant, ça pollue, enfin, voilà. Hem, il y a aussi ceux pour qui, la parentalité, c'est un combat. Donc aujourd'hui, en France, on a un taux de natalité qui diminue. Ça diminue parce que les gens font aussi des enfants de plus en plus tard, mais il y a des gens qui ont le désir de faire des enfants et qui n'y arrivent pas et ça, c'est par essence, ça a toujours été. Et donc pour eux, la parentalité devient un combat, heu et dans le cas des parents qui font une GPA, c'est pas seulement un combat contre l'infertilité, mais c'est un combat contre la loi, contre la loi française, heu, voilà. Donc ça a soulevé chez moi quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre. Mais en fait, plus j'ai fait de recherches sur cet exposé et en fait, plus j'ai eu des questions qui se sont soulevées et auxquelles je n'ai pas forcément de réponse. Hem, donc qui sont ceux qui font le choix de la GPA? Qu'est-ce qu'une GPA? Quelles sont les conséquences de la GPA sur les parties prenantes? Donc par partie prenante, j'entends les parents d'intention, l'enfant, la mère porteuse, l'entourage et aussi, notre société. Hem, oui, parce que finalement, notre société, enfin, qu'est-ce que ça dit sur notre société, la GPA aujourd'hui? C'est ça qui est très intéressant avec la parentalité. Donc, petite définition de la parentalité qui vient, de Belgique, donc du Centre local de promotion de la santé. C'est quelque chose qui n'existe pas en France. La parentalité, c'est l'ensemble des savoir-être et savoir-faire qui se déclinent au fil des situations quotidiennes en paroles, actes, partage, émotions et plaisir, en reconnaissance de l'enfant, mais également en autorité, exigence, cohérence et continuité. C'est une définition qui est très exhaustive.
mais une définition qui est peut-être un petit peu ambiguë. C'est pourquoi on va revenir, eh bien, à l'origine, heu, de la parentalité et du terme même de parentalité, qui est né, en 1998. C'est un groupe d'experts qui s'est réuni sous, la coordination de Didier Housel, qui est pédopsychiatre et en fait, c'est un mot qui est inspiré de l'anglais et qui qualifie le lien adulte-enfant, sous 6 critères et en fait, en droit, ce lien adulte-enfant, il donne, l'autorité parentale. Donc su les 6 critères qu'on a, on a la fonction parentale, le fait de pouvoir être parent, voilà. La fonction maternelle, matérielle, pardon, le fait de pouvoir assurer, hem, matériellement, l'éducation d'un enfant. La fonction psychologique, est-ce que je me sens parent de cet enfant? Est-ce que cet enfant se sent mon enfant? Est-ce que c'est un lien qui va dans les 2 sens du coup? La fonction sociale, est-ce que je dans la société, comment est-ce qu'un parent, hem, est-ce que je remplis mon rôle de parent, selon la société? La fonction, culturelle. La fonction culturelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en exemple, en France, les parents, c'est le père, la mère, enfin ou du moins, parent 1, parent 2, dans certains cas et et par extension, si les grands-parents sont proches, eh bien, ce sera les grands-parents. Dans d'autres cultures, notamment les cultures, africaines, eh bien, le parent, c'est, l'oncle, la tante, peu importe, tous les membres de la famille, l'enfant appartient à tout le monde et donc tout le monde a son mot à dire sur l'éducation de l'enfant. Et donc quand l'enfant, ben, fait n'importe quoi, c'est un conseil de famille qui se réunit. Donc c'est cet aspect culturel-là qui est évoqué et puis la fonction, morale. Il y a des choses qu'un parent ne doit pas faire, il y a des choses qu'un parent doit faire, moralement. Est-ce que, entre guillemets, «vous cochez les cases»? C'est ça, la définition qui nous est donnée. Donc maintenant dans cette partie, je vais vous parler de la GPA. Hem, la GPA, c'est en 2 parties. La première, ça va être réellement qu'est-ce qu'une GPA? Process d'une GPA, notamment une GPA aux États-Unis, puisque quand on fait des recherches autour de la GPA et qu'on tape pour la première fois dans un moteur de recherche GPA, eh bien, on va trouver énormément de témoignages de parents, d'intention qui ont fait une GPA aux États-Unis et notamment en Californie. Heu et donc dans la deuxième partie, on va vraiment s'attaquer à la question du droit et de la GPA. Donc la GPA, pour gestation pour autrui, heu, la première, elle a été réalisée aux États-Unis en 1984. Hem, on estime qu'en France, sont nés par GPA aujourd'hui entre 400 et 500 enfants. Ce chiffre, moi, je le tire, d'un livre, d'une interview d'une personne qui a écrit un livre autour de la GPA et cette personne, on la connaît puisque c'est Christophe Boucrand qui est journaliste, présentateur, français et qui lui a fait une GPA, puisqu'il il est en couple avec un homme et donc par, nature, il ne pouvait pas avoir d'enfant et ils ont fait le choix de la GPA. Et il rapporte aussi qu'aujourd'hui, une GPA aux États-Unis, ça coûte entre, 100 000 et 150 000 $. Donc une moyenne, on va dire, de 120 000 €. Enfin, en tout cas, c'est eux ce qu'ils ont payé et sur tout cet argent, il n'y a que, heu, 26 000 € qui sont reversés à la mère porteuse qui est impliquée dans le projet pour une durée de 18 mois. Quand je dis qu'elle est impliquée dans le projet, c'est-à-dire qu'elle met sa vie entre parenthèses, pour rentrer dans ce projet de, maternité par substitution, voilà et le reste de l'argent donc, il est donné, aux autres acteurs. L'agence prélève, une grande partie. Ensuite, il y a les avocats qu'il faut rémunérer.
les assurances et les donneurs de gamètes. La question des donneurs de gamètes, pour moi, elle est essentielle et elle est essentielle pour les questions qu'on va aborder par la suite au niveau du droit, puisque les donneurs de gamètes, on a deux types de donneurs de gamètes, donc le donneur d'ovocytes, la donneuse d'ovocytes et le donneur de spermatozoïdes. Et chaque GPA fait une combinaison différente. Il y a des combinaisons préétablies, mais on va dire que chaque GPA fait des combinaisons différentes. Qu'est-ce que j'entends par combinaison différente? Eh bien, parfois, le donneur de gamètes de spermatozoïdes, c'est l'un des parents d'intention. Et parfois, la donneuse d'ovocytes, c'est l'un des parents d'intention. Et donc, dans ce cas, l'enfant est biologiquement l'enfant des parents d'intention. Mais parfois, la mère porteuse peut être la donneuse d'ovocytes. Et donc, c'est le père d'intention et la mère porteuse qui sont biologiquement les parents de l'enfant. D'autres fois, c'est trois inconnus pour faire un enfant. Donc, la donneuse d'ovocytes, le donneur de spermatozoïdes et la mère porteuse. Et ça, c'est vraiment important parce que, de le retenir pour la suite, puisque c'est ce qui va permettre de comprendre les enjeux qu'il y a au niveau des aspects juridiques. Donc, les parents d'intention, maintenant, qui sont-ils? Qui fait le choix aujourd'hui en France de faire appel à une mère porteuse alors que c'est illégal sur le territoire? Eh bien, c'est des hommes et des femmes en général, c'est un couple hétérosexuel à 60% des cas. Ils tirent leur nom de parents d'intention puisque c'est eux qui ont l'intention d'avoir un enfant et donc ils instiguent la procédure. Et ces parents d'intention, autant que la mère porteuse, vont devoir se plier à des tests psychologiques pour évaluer s'ils sont sains d'esprit et pour évaluer leur motivation réelle. Et, et donc, la mère porteuse aussi va devoir le faire. La mère porteuse, elle aura même un suivi psychologique aux États-Unis, en Californie, à la suite de cet accouchement. Elle n'aura aucun droit légalement sur l'enfant, certaines fois, parce que dans certains cas, c'est elle qui est mentionnée comme étant la mère sur l'acte de naissance. D'autres fois, pas du tout. Du point de vue des parents d'intention et de son point de vue à elle, eh bien, c'est une démarche altruiste. Mais je parle vraiment des États-Unis là. J'ai bien précisé que tout ça, c'est quasiment ce que je dis, c'est que ça vient quasiment que de récits de parents d'intention aux États-Unis, en Californie. Parce qu'on ne peut pas faire une généralité, c'est pas du tout la même chose partout. Et donc elle voit ça, en fait, elle voit le fait d'être elle voit la maternité de substitution comme étant une démarche altruiste, les parents d'intention aussi, et c'est pour ça d'ailleurs que, elle est rémunérée que $26 000. D'autant qu'aux États-Unis, normalement, la mère d'intention, c'est pas une personne qui est censée être dans le besoin, bien au contraire. Elle doit être équilibrée, elle doit être mariée, elle doit avoir eu des enfants, voilà. Et donc l'offre en soi d'une GPA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une agence qui coordonne l'action d'une dizaine de personnes et qui promet à un couple d'avoir un enfant en bonne santé, enfin, tout dépend des clauses du contrat, mais en tout cas, ils leur promettent d'avoir un enfant. La GPA, dans le cas de tous ces couples-là, et notamment dans le cas des couples hétérosexuels, eh bien, elle vient remplacer la PMA, la procréation médicalement assistée, qui est autorisée en France sous certaines conditions. Le fait d'être une femme en âge de procréer, donc moins de 43 ans, le fait de pouvoir attester d'être stérile, c'est-à-dire d'avoir eu des relations sexuelles pendant 1 an
sans protection ou sinon, d'avoir un diagnostic et puis, mais comme la JPA, comme, la procréation médicalement assistée, fait intervenir, un procédé médical qu'on appelle la fécondation in vitro. Heu, enfin, ça dépend des cas, là, toujours, hein, ça dépend des cas, mais ça fait ça fait souvent appel à la fécondation in vitro. Donc qui veut la fécondation, in vitro, c'est, clairement la création, heu, enfin la rencontre d'un ovocyte et d'un spermatozoïde en laboratoire et puis ensuite l'injection, heu, de tout ça dans l'utérus de la femme. Voilà. En résumé avec, mes mots, pas de scientifique. Donc voilà une petite carte. Je trouvais ça pertinent de mettre une petite carte, des pays dans lesquels, la GPA est autorisée ou interdite et aussi les pays dans lesquels la GPA, eh bien, il n'y a aucun aucune législation autour de ça, en fait. D'ailleurs, moi, ça m'a inquiétée un petit peu de voir que c'est les pays d'Afrique où il y a aucune législation autour de la GPA puisque on sait qu'il y a même quand il y a une législation déjà dans les pays d'Afrique, des fois, il y a des choses bizarres qui se passent et là, le fait qu'il n'y ait aucune législation autour de ça, ben, je trouve que c'est presque dangereux, mais voilà. Donc on a l'Inde, le Canada et le Brésil, qui sont 3 cas très intéressants au niveau de la GPA parce que c'est une GPA encadrée, mais avec des règles différentes. Par exemple, au Brésil, il faut absolument que ça se fasse gratuitement et que la mère porteuse soit membre de la famille. Au Canada, c'est ultra régulé. Hem, En Inde, c'est autorisé que pour les Indiens et donc pas pour les occidentaux. On avait la Thaïlande aussi où avant c'était autorisé pour les occidentaux, mais pour des raisons qu'on verra plus tard, ça a été interdit. Enfin, on peut le voir maintenant. En fait, il y a eu le cas d'un homme, un millionnaire qui qui avait entrepris de repeupler le monde avec ses spermatozoïdes et des mères porteuses. Et donc il avait fait, en l'espace de 2 ans 13 enfants. Heu et donc c'est de là où ça a été interdit en Thaïlande aux occidentaux, parce il y a eu cette dérive. Puis il y a tous les pays où c'est interdit, donc la Chine, très important de savoir qu'en Chine c'est interdit. La France, enfin les pays européens en règle générale, il y a enfin l'Europe, le continent européen est très contre ça. On l'ignore, mais en Russie, c'est autorisé la GPA, et en Ukraine aussi. Et ça, c'est ce dont on va parler dans notre étude de cas. Heu, donc voici un petit peu, en résumé, le droit et la GPA. Moi, j'ai appelé la GPA, enfin, j'ai appelé cette partie la GPA une affaire de droit international parce que pour moi, c'est que ça, en fait. C'est des droits nationaux, c'est le droit national qui rentre en collision avec, d'autres droits nationaux ou étatiques. Donc par exemple, on va avoir le droit français qui va rentrer en collision avec le droit californien, puisque les Français font le choix soit de la Californie, soit de l'Ukraine. On l'a vu dans la slide, précédente, j'ai oublié de préciser. Hem, on a aussi le droit, on a aussi le fait que ça rentre en collision avec le droit européen, donc le droit français qui rentre en collision avec le droit européen. Hem, le droit européen qui a tendance à donner raison au droit californien. Heu, voilà. Donc l'histoire de la GPA en France, elle débute en 1991 lorsque une assemblée plénière, de la Cour de cassation, hem, déclare la GPA comme étant interdite car la GPA enfreint le principe d'indisponibilité du corps humain. C'est-à-dire que, le corps humain, il n'est pas marchandable. Il est pas marchandable, on ne peut pas, louer une partie de son corps, enfin, voilà.
Et tout ça, c'est consacré en 1991 par, dans le code civil à l'article 16, 7, de la loi de bioéthique qui a été révisée plusieurs fois, mais on parle de la loi de bioéthique du 29 juillet 1994. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que de 1991 où ça a été écrit que c'était interdit, jusqu'à on trouve, des arrêts qui datent, de 2011, sur tout ce laps de temps-là, il y a eu des GPA qui ont été faites, mais la France refusait la production d'effets de droit dans le cadre d'une filiation et la dans le cadre, d'une transcription d'acte de naissance. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Sauf qu'en 2014, il y a 2 arrêts qui sont pris par la Cour européenne des droits de l'homme et qui condamnent la France, dans le cadre de 2 affaires, donc Mélisson France et la Bassée France. Mélisson, c'est un nom à retenir parce que c'est ce qui fait c'est l'affaire Mélisson qui aujourd'hui fait la jurisprudence et qui fait, des avancées positives ou pas, selon nos positions, sur le droit à la procréation médicalement, enfin, le droit à la gestation pour autrui en France. Donc, ce jour-là, la France a été condamnée par, l'Europe, hem, alors sur sa position, tout d'abord, sur sa position, sur le fait que l'État français ne veuille pas qu'il y ait de GPA qui se fasse sur le territoire. Ça, c'est important. Ensuite, il sur le fait que la France refuse d'établir le lien de filiation, dans le cas où le père d'intention est aussi le père biologique. Voilà. Et ensuite, sur le fait que ça enfreint l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, et donc ça enfreint, le droit enfin le respect de la vie privée des enfants et leur droit à l'identité. Voilà. Ensuite, en 2015 et 2017, là encore, 2 arrêts donc sont pris par, l'assemblée plénière, de la Cour de cassation, hem, en lien avec ce qui s'est passé en 2014 et dans le premier arrêt, donc dans les 2 premiers arrêts de 2015, on reconnaît, la transcription de l'acte de naissance si c'est le reflet de la réalité biologique. Donc ça veut dire que si, le père, enfin les parents d'intention sont aussi des parents biologiques et cetera, eh bien on reconnaît. Mais il y avait un cas qui n'avait pas été pris par la loi, c'est le cas où en fait, on a un des parents d'intention donc qui est le parent biologique et l'autre parent d'intention qui ne l'est pas et pourtant sur l'acte de naissance donc qui est produit en Californie, la mère d'intention est la mère. Dans ce cas, on parle d'une transcription partielle et on donne l'autorisation à l'autre parent d'intention, eh bien d'adopter. En 2018 et en 2019, hem, dans le cadre de l'affaire des jumelles Ménesson, la Cour, enfin, de cassation est encore saisie. Du coup, il y a une assemblée plénière, donc le 5 octobre, qui se réunit pour saisir, la Cour européenne des droits de l'homme, dans le cadre, en fait, de la transcription de leur acte de naissance et selon la Cour européenne, donc des droits de l'homme, le 10 avril 2019, la France viole la Convention des droits de l'homme et mais et donc elle va être obligée, de transcrire totalement, heu, l'acte de naissance de ses jumelles et donc de faire en sorte que la maman soit aussi reconnue comme étant la maman, bien qu'elle n'ait pas de lien biologique avec ses enfants. Mais il laisse à la France la liberté d'appliquer, cet avis, ce qui veut dire que, la France peut
peut dire qu'on applique cet avis, OK, mais le parent d'intention qui n'est pas le parent biologique doit faire une démarche d'adoption. Sauf que dans le cas de cette affaire-là et au vu de la législation française, eh bien la France n'a pas eu d'autre choix que de trans de de faire la transcription totale sans passer par l'adoption parce que ça coïncidait pas, enfin c'était problématique et tout ça pour arriver en 2019, alors là, c'est un autre cas, c'est un couple homosexuel et dans la dans l'acte de naissance, donc on avait un père et on avait un parent et les parents enfin et en fait, l'acte a été transcrit intégralement, sans tergiversation, malgré le fait qu'on parlait de père et de parents. Et donc, de ce que j'ai pu entendre dans la excusez-moi, de ce que j'ai pu entendre dans l'interview de monsieur Beaugrand, eh bien, c'est qu'aujourd'hui en France, il est facile d'obtenir, la nationalité pour un enfant qui serait né par GPA à l'étranger. Il est plus compliqué d'obtenir la filiation et ça va dépendre des tribunaux. Et donc, quand on dit plus compliqué, c'est quelque chose qui peut prendre 1 an, hein. Donc, c'est c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en France, dans une situation où la JPA est légalement, heu, contre, les principes du droit français. Pourtant, il y a maintes et maintes jurisprudences qui font qu'aujourd'hui, il est aisé, je trouve, pour des parents, heu enfin, c'est même pas ça, c'est que c'est factuel. Il est aisé pour des parents, d'intention qui ont fait une JPA à l'étranger et bien de revenir avec leur enfant et d'avoir, hem, des enfants qui ont à la fois, la nationalité française, la filiation et il y a la transcription de l'acte de naissance et cetera et donc on n'est plus dans le cas des jumelles Ménesson qui étaient en fait des enfants, fantômes. Ça n'existe quasiment plus, aujourd'hui en France. Ça dépend des juges, heu, ça dépend des parquets, mais ça reste quand même quelque chose qui est relativement aisé et et ça questionne beaucoup quand on sait que, il y a eu beaucoup d'évolutions sur la dernière révision de la loi sur la bioéthique et on se pose des questions. D'ailleurs, c'est une question qui a été posée aux candidats pendant pendant les élections. Est-ce que, vous êtes pour la légalisation de la GPA ou pas? Heu et il y a beaucoup d'avis des 2 côtés, heu et aujourd'hui, enfin, ce qu'on va entendre, c'est qu'on va entendre du côté de ceux qui sont pour la GPA, eh bien, que la GPA, c'est quelque chose, heu, qu'il est possible de faire de manière éthique et de l'autre côté, on va entendre, des discours qui disent: «Mais quelle sera, l'étape après la GPA?» et ça, on va en discuter parce que c'est quelque chose que j'aborde un petit peu après. Donc là, j'ai pris le cas de l'Ukraine. L'Ukraine, la GPA commerciale mondialisée parce que heu, dans ce petit, ce dans ce petit reportage de l'AFP, vous allez voir qu'on a des Colombiens, des Chinois. Donc c'est vraiment, quelque chose de mondialisé. Les gens viennent du monde entier pour avoir un bébé, heu, qui soit, né par GPA en Ukraine. Et donc ça représente aujourd'hui 2 500 à 3 naissances par an. C'est un cas qui est vraiment, vraiment, vraiment d'actualité puisque, ça questionne ça questionne vraiment la GPA dans son profondément. Si aujourd'hui en France, on légalisait la GPA, eh bien on pourrait vivre ce que les Ukrainiens vivent. Vous vous souvenez du chiffre, de 120 000 € pour une GPA aux États-Unis, en Californie précisément? Eh bien, en Ukraine, c'est 40 000 €.
Et avec 40 000 €, on rémunère l'agence, on rémunère la mère porteuse, on rémunère tout le monde. Et souvent la mère porteuse en Ukraine, eh bien, elle fait ce choix parce que c'est un choix, de nécessité. Elle a besoin en fait de faire une JPA parce que financièrement, elle ne peut pas vivre et c'est un moyen pour elle de se faire de l'argent. Hem, mais le secteur, il est peu encadré et les dérives, elles sont nombreuses et on le voit d'autant plus aujourd'hui que l'Ukraine est en guerre et donc on a l'exemple de Biotexcom qui est en fait la plus grosse agence, de JPA et la plus lucrative en Ukraine, qui dit, aux parents, d'intention, heu: «Ne vous inquiétez pas, votre projet va aboutir. D'ailleurs, on vous offre le choix du sexe de votre enfant». Voilà, donc on vous offre le choix du sexe de votre enfant et là encore, on retrouve, les parents innocents qui n'ont pas, arrêté la lutte après avoir obtenu, heu, justice, heu, donc ils ont créé la maman de Sylvie a créé une association qui s'appelle Clara et donc qui intervient un petit peu sur tous les cas, de parents d'intention, en Ukraine, qui auraient du mal à voir aboutir leur projet, ou qui avec des mères porteuses qui sont un peu perdues, enfin qui on sait voilà quoi. Donc eux, ils interviennent dans ça. La situation, elle est vraiment floue, elle est vraiment compliquée et si ça vous intéresse, bien, je vous conseille, d'aller lire ces 2, ces 2 articles qui reflètent un petit peu, tout ce qui se passe, du point de vue, des parents, de l'agence, de la mère porteuse en ce moment à cause de la guerre. Donc en conclusion, moi j'ai trouvé que le sujet, il était passionnant. Il était vraiment passionnant. Enfin, j'ai pris plaisir à travailler sur ce sujet qui est la GPA. C'est un sujet qui me questionne depuis un moment, donc j'ai vraiment pris plaisir à faire ça. Cependant, c'est un sujet qui est très délicat à traiter, très, très délicat. On voit vraiment qu'en France, il y a une évolution des mentalités sur la question. On parle de plus en plus de GPA éthique, on va peut-être et moi je pense qu'on va, vers une légalisation de la GPA. Heu, malgré que nos politiciens soient contre la GPA, hein, donc j'ai mis quelques exemples. On a vu François Fillon à l'époque, on a aussi Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon qui l'ont dit aux 20 h quand on les a interrogés pendant la campagne: «Est-ce que vous êtes pour ou contre la GPA?» Enfin, c'est des on en est là, en fait. On en est là, on en est à, durant la campagne électorale, interroger des politiciens, des candidats, à la présidence de la République sur: «Est-ce que vous êtes pour ou contre la GPA?» Ce qui veut dire qu'on a vraiment franchi un pas et pour moi, le pas, il a été franchi lors de la dernière, révision de la loi sur la bioéthique où on a autorisé, les couples lesbiens à faire des enfants. On a autorisé, les mères célibataires à faire des enfants par PMA et donc c'est ça, à mon avis, là où on a franchi un cap. Hem, j'ai aussi pu constater qu'il y avait peu de témoignages d'enfants et pour moi, c'était un peu la question, principale, savoir comment est-ce que l'enfant, réagissait. Enfin, on entend beaucoup les parents d'intention parler, on entend beaucoup tout le monde, enfin les agences faire leur pub, mais finalement, c'est les enfants qui vivent la situation. C'est leur histoire, c'est leur, naissance, c'est leur identité qui est qui est floue parfois et pour moi, c'était important de les entendre parler. Sauf que la majorité sont mineurs et qu'on les entend pas parler aujourd'hui. Peut-être qu'on aura des retours dans 10 ans, mais pour le moment, ils sont majoritairement mineurs, donc ils ne peuvent pas s'exprimer sur cette question. Hem, on entend aussi beaucoup parler donc de la GPA éthique et le modèle de la GPA éthique, de ce que moi j'ai pu comprendre, c'est le modèle californien. Donc on va beaucoup trouver de ressources sur, la GPA, heu, en Californie, mais on va peu, trouver de ressources sur, les GPA qui ont pu être réalisées en Ukraine ou en Thaïlande à l'époque où c'était autorisé. Heu donc c'est ça, c'est aussi quelque chose qui questionne parce que, il y a un vrai débat de fond à avoir
et enfin, pour moi, c'est important d'avoir, les avis des 2 côtés pour que chacun puisse se positionner et voilà. Et oui, et donc en conclusion, c'est ce que je dis, pour moi, il y a un positionnement, heu, une évolution du positionnement de la France qui forcément ira vers, un avis positif sur la GPA. Hem, c'est pas que je suis pour, c'est pas que je suis contre, mais c'est ce que j'ai observé. Heu, j'ai l'impression que c'est, hem, presque impossible d'y échapper, au fait que la GPA devienne quelque chose de légal en France. Puisque tous ceux qui sont contre la GPA aujourd'hui, on a tendance à les associer à ceux qui étaient, heu, qui étaient contre le mariage pour tous. Heu, enfin, on a à les diaboliser, à dire que voilà, c'est que eux et tout, alors qu'on franchement, on a vraiment des personnes qui viennent de tous bords qui disent que non. On a même des féministes, moi je suis tombée sur le cas d'une de féministes, qui avait fait une démonstration, devant la tour Eiffel en dénonçant ce qui se passait en en Ukraine. Donc c'est une question à surveiller comme le lait sur le feu, pour moi aujourd'hui, la question de la GPA. Donc voici quelques ressources complémentaires pour que vous puissiez, voir un petit peu, mon raisonnement, comment j'ai cherché, où est-ce que j'ai été trouver mes sources et j'ai vraiment essayé de donner, la parole à tout le monde, hein, pour ou contre. Donc voilà, des ressources, une ressource complémentaire pour. Si vous voulez, vous pouvez cliquer là et voir, le témoignage de ce couple. Mais on a aussi le témoignage de Valentina née par GPA, qui a enfin, c'est le nom de son livre, donc qui est une enfant, l'une des filles du couple Ménesson et qui parle de sa vérité en tant qu'enfant, enfant né de GPA. On va aussi avoir, le témoignage d'une mère porteuse. C'est un témoignage rare, c'est un témoignage précieux parce qu'on s'imagine bien que la mère porteuse, elle ne vit pas forcément les choses aussi bien qu'on aimerait bien nous faire croire et grâce à ce témoignage, on découvre grâce à ce témoignage, le témoignage précédent, on découvre eh bien que, les mères porteuses, en général, ne coupent pas le lien totalement avec l'enfant puisque, ça devient des amis de la famille. Donc en général, les mères porteuses restent un petit peu dans le giron des parents et même les enfants nés de GPA ont tendance à retourner, pendant 1 à 2 fois par an chez leur mère porteuse pour les rendre visite. Heu, pour leur rendre visite, pour rendre visite à d'autres, à leurs enfants. Enfin, ça devient une espèce de grande famille, moderne, et qui ne va pas forcément dans le sens traditionnel, de la famille et de la parentalité aussi. Du coup, ça questionne la parentalité. Est-ce que finalement cette mère porteuse qui a porté 9 mois l'enfant devient parent de l'enfant, d'une manière? Puisqu'il coupe pas, le lien. Enfin, c'est une question qu'on peut se poser. Heu, voici une autre source complémentaire, donc contre cette fois-ci, avec, un des chroniqueurs de TPMP qui dit, «Après ça, qu'est-ce que ce sera? Ce sera, l'utérus artificiel». Hem, c'est une question. Je ne sais pas. Vraiment, moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait ce genre de projet qui existait, donc je découvre un petit peu, tout ça au travers de cet exercice et puis voici donc, mes ressources juridiques, et donc qui viennent de la chaîne YouTube Juripsio et d'autres ressources aussi, là, la définition de la parentalité, c'est un lien. J'ai aussi regardé des vidéos Brut et Le Monde sur le sujet de la GPA et le résumé du livre, de Christophe Beaugrand sur Melty. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Ici, vous allez retrouver le lien, de la vidéo que je vais poster sur YouTube. Pour le moment, je suis en train de la faire, donc je ne l'ai pas postée et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt et ce fut une agréable expérience ce semestre avec vous. Au revoir.